Eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez tombé sur cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvelles vidéos sur cette chaîne secondaire, donc je reviens à ce format. J'avais passé plus de temps sur la chaîne principale pour travailler sur des vidéos un peu plus longues, donc je vous inviterai à les découvrir un peu plus tard dans la vidéo. Mais en attendant, je reviens parce que avec aussi tout ce qui s'est passé dans le pays dernièrement, hein, la dissolution, la dislocation, la perdition, les confrontations qui se multiplient, beaucoup de phénomènes en sont en ce moment. Mais heureusement, nous sommes dans un pays où les médias fonctionnent bien et où nous avons affaire à une information de qualité. C'est pour ça que ce soir, on va parler, ce soir ou aujourd'hui, on va parler de Routel Krief. Routel Krief, c'est quelqu'un qui est l'une des figures de proue des médias mainstream en France. Et c'est quelqu'un qui, on va le voir, vu son niveau de rémunération et vu son parcours, devrait avoir des compétences irréprochables. Elle devrait être la fierté du métier et vraiment pas être quelqu'un d'incompétent, quelqu'un de médiocre et quelqu'un qui participe à la désinformation, à la confusion globale et au fait que les électeurs savent pas trop où ils en sont, les citoyens sont de moins en moins éclairés. Et ben on va voir que en fait Routel Krief, elle a tendance à mâcher son travail, à le bâcler, et ça nous donne des petites pépites. Alors, on va les découvrir. Celle-ci, je pense que vous l'avez vu passer, c'était le soir où elle était face à Manuel Bompard de la France Insoumise, représentant le nouveau Front Populaire. Et donc, on sait que Madame Krief, elle a un peu le Front Populaire dans le nez. Hein. C'est pas des idées qui lui plaisent. Hein. Mais bon, c'est pas grave, elle va faire son métier de journalisme, et donc elle va attaquer sous un angle vérifié. Je rappelle que c'est LCI, grande chaîne d'information française, qui, avec d'autres, participe à l'éclairage de l'opinion des citoyens. Entre eux, des candidats qui sont accusés de communautarisme. Amal Bentoussi, qui a dit... Déjà, accusé de communautarisme. Ce serait intéressant de le dire. Il y en a qui l'ont développé en disant que quand on parle de communautarisme, on parle d'une population en particulier. Mais si on appliquait vraiment les termes du dictionnaire qui englobe le mot communautarisme pour définir quelque chose, on se rend compte que ce terme de communautarisme, il pourrait s'appliquer à beaucoup de classes sociales. Je vais en citer une au hasard, le tout Paris. Voilà, le tout Paris médiatique. Mais bon, là, on sait quel type de communauté on vise. On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. C'est une fake news, madame. Elle a démenti, mais sa déclaration existe. C'est une fake news, madame. Bon. Donc déjà, tu sais, c'est le A. Découvre que c'est une fake news. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, quand on lui a dit, oui, voilà, cette femme, elle a dit ça, elle est candidate au Front Populaire, etc., ce serait un bon moyen de l'attaquer, il n'y a personne qui s'est dit, attendez, parce que bon, si on attaque là-dessus et que finalement c'est démenti ou que quelque chose, l'information n'est pas vraie, n'est pas vérifiée à 100%, ça pourrait se retourner contre nous. Visiblement, il n'y a personne qui a dit ça. On est quand même sur LCI, grande chaîne d'information du public en France, et on est face à Routel Krief, journaliste qui a peut-être 15 ans de métier derrière elle, quoi. Donc elle est au top de ce qui se fait dans le métier en ce moment. On peut pas dire que ce soit quelqu'un de médiocre. Elle n'a jamais... Non, madame, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. On a la précision, donc effectivement, cette candidate... Alors, déjà, ouais, vous vous rendez compte, hein, on va traîner dans la boue sur une émission, sur une chaîne, avec des personnages, des célébrités médiatiques qui vont mettre un nom et mettre énormément de négativité sur un fait par rapport à ce nom. Ça va être écouté, vu, visualisé par peut-être 2, 3 millions de personnes, 4, 5 millions si on le met sur les réseaux et que c'est pas démenti. Vous imaginez un peu le mal que ça peut faire. C'est littéralement une fausse rumeur. C'est littéralement une fausse rumeur. Parce que c'est pas vérifié. Alors si c'est vérifié, apparemment directement là, dans les 15 secondes sur le plateau, c'est vérifié. C'est-à-dire que pendant toute la préparation de l'émission, ça n'avait pas été vérifié. Et là, sur le plateau, vu qu'elle est en train de patauger, David, il est sympa, hein, ils se connaissent, ils mangent ensemble, il lui envoie une bouée de sauvetage. Indique que ces propos ont été tenus
dans un collectif où elle se trouvait, mais elle dément les avoir tenus elle-même. Tant mieux. C'est sa parole. Tant mieux. La Poser un question, gros- Tant mieux. Alors, je me rappelle plus dans l'extrait complet, mais je crois qu'à un moment, Manuel Bompard lui demande de présenter des excuses et de dire voilà que l'information n'a pas été vérifiée, donc c'est une fake news. Et je crois qu'elle le fait, mais vraiment du bout de la langue. Hein. C'est vraiment, tu sens que ça lui fait mal au cœur de devoir admettre qu'elle a fait de la merde. c'est les compromissions avec le communautarisme Mais là, il y a sur aucune la place des compromission. femmes, sur l'homophobie. Mais pardonnez-moi de vous le dire, mais malheureusement, l'homophobie est un fléau contre lequel on lutte depuis des années et des années dans ce pays et contre lequel on va continuer à lutter et essayer Merci. d'en rendre responsable comme vous êtes en train de le faire en quelque sorte les musulmans, parce que c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire croire. Je trouve ça Non, 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 particulièrement non, non, abject. non. Et oui, voilà, quand on parle de communautarisme, à votre avis, il parle de quelle communauté? Amal Bentoussi. Cette femme, Amal Bentoussi, elle est accusée de compromission avec le communautarisme. À votre avis, c'est de quel communautarisme on parle? Et là, ça les perturbe. Ouais, non, 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 c'est pas notre but. Vous mettez Bentoussi et communautarisme en disant que la personne est accusée entre guillemets de compromission, mais on vise pas les musulmans. Je pense que quand même les gens sont suffisamment éclairés, suffisamment intelligents pour pas tomber dans ce genre de pièces. Mais de plus en plus, je crois qu'en fait, la médiocrité de l'avis politique général des citoyens en France, elle est due à des émissions comme ça. Parce que voilà, en fait, on balance des trucs. Et là, c'est Manuel Bompard, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du caractère et qui défend ses positions et ses camarades de lutte politique. Mais il serait tombé, ce serait tombé sur quelqu'un d'autre qui n'aurait pas sa même force de caractère ou qui n'aurait elle-même pas pu vérifier l'information. Amal Bentoussi, elle aurait pu être traînée dans la boue pendant toute une demi-heure sur une chaîne de grande écoute sans qu'elle puisse se défendre. C'est même pas factualisé, quoi. Non, bah non, non seulement c'est pas démenti parce que c'est faux, et en fait, en 15 secondes, ils l'ont vérifié sur le plateau. C'est sérieux, ça? C'est ça le top du journalisme en France. C'est un peu terrible quand même. Alors vous allez voir que c'est pas sa première fois, parce qu'il y a un an, à peu près, quand il y avait encore le conflit en Ukraine qui était mis très très en avant médiatiquement, Ruth Elkrief, elle interviewe Hubert Védrine. Donc on va découvrir qui c'est et on va en parler un petit peu après d'Hubert Védrine. Mais savourez cette leçon de journalisme. Bonsoir Hubert Védrine, merci d'être notre invité. Ce soir, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a une information qui est tombée il y a quelques instants et sur laquelle j'aurais aimé bien sûr avoir votre réaction. À l'instant, le Pentagone dit... Mais vous imaginez, hein, il y a une information qui est tombée il y a quelques instants et on aimerait avoir votre réaction là-dessus. Ça, en fait, c'est le cœur du journalisme H24, 7 jours sur 7 en continu qu'on a maintenant sur tous les canaux médiatiques. C'est-à-dire que le journalisme à la base, c'est d'aller vérifier c'est d'aller à la source d'une information, la vérifier et ensuite diffuser. Ou en tout cas, au moment où l'information est diffusée, on a déjà en grande partie vérifié la plupart des éléments pour justement ne pas diffuser n'importe quoi dans l'opinion publique et être obligé derrière de refaire un communiqué. Ah, en fait, non, à propos de ça, il s'était passé ça, etc. Le but du journalisme, c'est d'informer, c'est d'éclairer. Et là, on demande la réaction sur une information qui vient de tomber. Enquêter sur des informations relatives à 2 missiles russes probablement tombés en Pologne. Le ministère de la Défense américain examine donc des informations de presse selon lesquelles 2 missiles russes auraient frappé un lieu en Pologne à la frontière avec l'Ukraine. Ils sont donc examinés. On attend une confirmation évidemment officielle. Apparemment, le Premier ministre polonais réunit son Conseil national de défense. La Pologne, c'est... Une information relative. Une enquête serait en cours. Apparemment, réunirait. Tout est au conditionnel. On est sûr de rien. Mais il faut réagir dessus. C'est du niveau des commérages de couloir, ce truc. C'est pas de l'information. Qui est informé par quoi que ce soit là-dedans? On sait juste que peut-être il y a des missiles, peut-être russes, qui sont peut-être tombés sur la Pologne. Et peut-être que c'est volontaire ou peut-être pas. À quel moment c'est de l'information? C'est un pays de l'OTAN et c'est un pays de l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir à cet événement? D'abord en vérifiant l'information. Bien sûr. Puisque vous m'indiquez que j'apprends en même temps que vous. Tout à fait. Vous avez entendu, hein, elle allait le lancer, là, elle lançait son truc, son émission, allez hop, on démarre et tout. Et le mec, il lui casse le truc direct en disant, on vérifie l'information.
Donc en gros, tu me demandes de réagir à un truc que je viens d'apprendre en même temps que toi, j'ai pas plus d'infos que toi. Comment tu veux que je réagisse à ça? Je suis désolé, mais la plupart des intervenants, s'ils sont dans ce cas de figure, ils devraient faire ça. C'est dire, écoutez, là, en l'état actuel des choses, je ne sais pas plus que vous sur ce que vous m'apprenez, donc je n'ai pas envie de réagir à quelque chose qui pourrait être démenti dans une heure. C'est pas quelque chose qui a un intérêt, je pense, pour nos téléspectateurs à ce stade des événements. Voilà. Donc ça, c'est intéressant quand même de la part d'Hubert Védrine. Donc, puisqu'on dit que le Pentagone enquête sur des informations, je peux rien dire. Non. J'en sais rien. Alors, il se trouve que Il y a une petite pique, je peux rien dire, j'en sais rien. Hubert Védrine, ça fait partie de ces personnalités de droite qui, je pense, sont intéressantes à suivre parce que ce sont des personnalités de vraie droite pragmatique et qui ont un lourd bagage culturel, qui ont un lourd bagage de compétences sur le terrain, de véritables rencontres diplomatiques, tout ça. Et donc, pour moi, ce sont des personnages, si vous êtes plutôt calé à gauche, des personnages de droite qu'il faut suivre et dont il faut apprendre les parcours et les pensées. Il avait écrit notamment Continue l'histoire, qui était pour faire écho au livre La fin de l'histoire de Fukuyama, je crois qu'il s'appelait, de Fukuyama, en disant, bah voilà, quand l'URSS est tombé, le bloc occidental a gagné, la mondialisation a gagné, et le libéralisme exacerbé a gagné. Donc voilà, il n'y aura pas d'autre histoire, c'était la fin de l'histoire. Et lui dit, bah non, au contraire, voilà, depuis 2003, depuis 2001, depuis les attentats du 11 septembre, et bah, il y a des cartes qui ont été balancées, il y a l'hégémonie de l'Occident qui est en train de s'effriter, et donc non, l'histoire ne s'arrête pas, il faut la continuer. Et donc c'est intéressant à lire. Et ça, c'est Le Monde au défi, c'est un peu un état des lieux des relations internationales dans les années 2000-2010. C'est assez intéressant parce que, par exemple, Hubert Védrine, pour lui, le terme de communauté internationale, alors que c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, donc c'est quelqu'un qui est calé dans le milieu, pour lui, la communauté internationale, c'est un vœu pieux. Ça n'existe pas, c'est un mot qui cache en fait la domination du système économique occidental sur l'ensemble de la planète. Mais on appelle ça communauté internationale parce que quand même ça fait plus vivre ensemble. Ouais. Et lui, il n'est pas dupe de ça. Et c'est pour ça que pour moi, des personnages comme Hubert Védrine, comme Pascal Boniface et comme Dominique de Villepin sont des personnalités expertes des relations étrangères et des relations internationales qu'il faut vraiment suivre. Vous avez plein d'interviews sur eux, sur Thinkerview, sur Elucide, je crois. Comment il s'appelle, Emmanuel Todd aussi, qui est pas dans les relations internationales, mais qui a une bonne compréhension des dynamiques de chaque société. C'est vraiment des personnages, ces noms-là, notez-les, cherchez-les, ils sont ultra intéressants. On peut se dire que Madame Elkrieff, par rapport à... Ça a l'air d'être une habitude chez elle de ne pas être très compétente. On imagine que c'est quelqu'un qui doit quand même voir un parcours nickel et une rémunération qui soit importante, mais n'empêche pas, on va quand même pas exagérer. Bah en fait, on découvre que cette dame-là, qui visiblement ne va pas au bout de son travail, n'est pas capable de faire quelque chose de correct et a un parti pris évident, mais le parti pris évident en politique, on va le voir après, et ben cette dame-là, il faut savoir qu'elle touche en moyenne, en 2017, hein, ça c'est une information qui était en 2017 parue dans Télé 2 semaines, 15 000 euros par mois. 15 000 euros par mois pour faire ça, pour avoir régulièrement des choses comme on vient de voir. Je pense que dans le privé, quand on a quelqu'un qui fait des incompétences pareilles, bah, au moins on le rétrograde à un autre poste ou on réduit son salaire, ou je sais pas. Moi j'imagine que rien qu'on diviserait son salaire par 2, on pourrait payer 3 ou 4 journalistes de terrain qui feraient un travail plus poussé et qui amènerait à Madame Elkrieff des documents mieux fournis, qui permettraient à Madame Elkrieff d'éviter de se ridiculiser quand elle annonce des informations qui sont fausses ou quand elle est incapable d'avoir une pensée plus profonde que la réaction à un événement sur lequel on a très peu de documentation, on a très peu d'infos. Ça, franchement, si vous voulez en connaître vraiment plus sur son parcours, c'est sur ce site qui s'appelle l'Observatoire du journalisme, informé sur ceux qui vous informent. Il y a vraiment tout, hein, son parcours politique, son parcours professionnel, ses rencontres, ses études, ses travaux, son militantisme, hein, parce que c'est écrit quelque part, hein, il y a un chapitre lié à son militantisme. Allez le voir, je vous le mets en description également si vous voulez jeter un œil. Ruth Elkrieff, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, normalement les journalistes, ils ont une certaine neutralité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller
donner trop leur avis. Ça se ressent évidemment en fonction des événements, mais quand il y a des périodes de tension politique, eh ben, il y a des partis pris qui s'expriment plus fortement. Et là, par exemple, Madame Elkrief, concernant l'alliance qu'elle considère contre nature entre la gauche à travers le PS et LFI, bah pour elle, c'est quand même une alliance contre nature. Hein. Elle était vraiment très très colère hein, quand le Front Populaire s'est réuni en 24 heures. Hein. Ça lui a fait mal au cœur. Hein. Plateau, Manuel Bompard nous a pas caché qu'il espérait bien que ce serait Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre de cette alliance. Donc Manuel Bompard, on rappelle, c'est celui qui lui a fait faire la première leçon en début de vidéo. Donc croire que et dire qu'il n'y a pas une volonté de LFI de gagner ou de l'emporter et même déjà de la France insoumise. Mais non, mais enfin, ça m'étonne de Dany, c'est de la naïveté, c'est de la naïveté. Peut-être que Raphaël Glucksmann là, mais Dany, je suis Pourquoi elle est autant en colère? Surprise. Donc c'est de la naïveté. En l'occurrence. Ensuite, je voudrais juste vous citer ça. C'est une tribune dans Le Monde de cet après-midi qui est quand même très choquante puisqu'ils expliquent dans ce papier de Aria Halimi et Vincent Lemire qu'il n'y a pas d'équivalence entre l'antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste utilisé par certains membres de la France insoumise et l'antisémitisme fondateur, historique et ontologique du Rassemblement national. Ah oui, parce que maintenant on série, vous voyez, les antisémitismes. Il y en a qui sont acceptables, il y en a qui ne sont pas acceptables. Oui. Là, pour le coup, elle n'a pas tort, parce que c'est très maladroit de la part d'Ari Halimi, qui est un avocat réputé, notamment contre les violences policières, contre les abus de violence de la part de la police, de dire que effectivement, oui, peut-être que dans la gauche, il y a un certain électorat un peu antisémite, un peu machin, mais que bon, contrairement à l'antisémitisme structurel de l'extrême droite et du Rassemblement national, ex-Front National, c'est pas grand-chose, on peut passer outre. C'est vrai que c'est assez maladroit parce que ça, c'est carrément donner un chargeur à la mitraillette Elkrief, qui en profite pleinement hein, pour vraiment bien dire que, regardez, à gauche, il y a bien des antisémites. Hein. C'est juste qu'on les tolère parce que, bon, derrière, ils sont beaucoup moins nombreux et beaucoup moins virulents que ceux d'en face. C'est pas le plus... c'est vraiment pas très adroit, quoi, comme tribune. Il y en a qui sont ontologiques, il y en a qui sont contextuels. Non, je finis. Elle est colère, elle est colère. C'est plus tout sauf le RN, mais c'est tout sauf LFI. C'est pas tout d'un coup. Ça fait 8 mois qu'on le dit. Ça fait 8 mois et pas le RN. On dit LFI multiplie les provocations, les dérapages et les horreurs. Donc en fait, là, elle dévoile carrément la stratégie, c'est qu'elle dit... En fait, LFI est devenu antisémite à partir du 7 octobre. Voilà. À partir du moment où LFI a dit quand même, c'est un petit peu dégueulasse de justifier des bombardements, des déplacements de population massifs et qui causent aujourd'hui 40 000 morts, plus de 45 000 morts, chiffre de l'ONU, pour venger 1500 victimes, c'est quand même un peu dégueulasse. C'est quand même pas génial. Oui, Israël a subi une attaque. Oui, cette attaque était terrible. Terroriste si vous voulez, mais elle sort pas de nulle part. Je veux dire, on est intelligent. S'il y a eu cette attaque, c'est peut-être que c'est la conséquence de 50 ans d'un conflit, 50 ans d'un conflit qui ne s'est jamais éteint. Hein. Nous, la France, on n'a jamais été attaqué par les Suisses, ni par les Belges, ni par les Luxembourgeois, parce que peut-être on a une très bonne entente avec ces pays-là. Par contre, le jour où on dit on va mettre un blocus sur la Suisse, on va l'empêcher de s'approvisionner, on va mettre des postes frontières tout autour de la frontière franco-suisse pour empêcher les Suisses de rentrer. Par contre, les Français pourront aller là-bas, etc. Et les Suisses qui rentrent seront des sous-citoyens français. Peut-être qu'au bout d'un moment, les Suisses, ils en auront un peu plein le dos et ils voudront élire des personnages radicaux qui voudront avoir un conflit armé avec la France. Vous voyez ce que je veux dire ? L'attaque du Hamas du 7 octobre, elle n'est pas faite par hasard. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça, qui sort de nulle part, qui n'arrive pour aucune raison. Et la réponse à cette attaque, qui est de faire 30 fois plus de victimes civiles, militaires, et de raser complètement toutes les infrastructures publiques, logements d'1,5 million de personnes, 2 millions de personnes, c'est pas justifiable. Je suis désolé, c'est pas justifiable et c'est pas être antisémite de le dire. Mais bon, voilà. Moi, ça me paraît étonnant. Enfin, j'espère quand même qu'une très grande partie de la population a un avis qui, je pense, est plus éclairé. Et je pense que c'est aujourd'hui l'avis de personnages comme Dominique de Villepin. Ouais, Dominique de Villepin, c'est pas foncièrement un gars de gauche.
c'est pas foncièrement un insoumis. Pourtant, il rejoint plutôt la position LFI sur cette question-là. Il le dit très clairement. D'ailleurs, ça doit leur faire mal aux gens de droite d'entendre un de leurs anciens héros avoir cette... Mais c'est une vision pragmatique, c'est la réalité. Ça fait pas 3 jours. Et Raphaël Glucksmann, le premier, en a été la victime. Donc, on ne découvre pas l'histoire. Et pourtant, il y a cette alliance contre nature, à mon avis, et qui est un problème, donc qui me met très en colère, en effet. C'est chaud. Et voilà, ça la met très très en colère. Alors, moi j'aimerais demander à Routel Krief, est-ce qu'elle avait la même colère quand il y avait des gilets jaunes qui étaient éborgnés par la police il y a 4 ou 5 ans? Est-ce qu'elle était très en colère quand elle voyait 2 millions de personnes se lever dans la rue, manifester pour leur droit à la retraite, qui étaient bafoués? Et à ces personnes qui avaient déjà cotisé 44, 45 ans, on allait leur dire, vous allez faire 2 ans de plus, vous allez vous casser le dos 2 ans de plus, vous allez vous fatiguer 2 ans de plus, vous allez perdre 2 ans de votre retraite méritée, de votre temps de retraite mérité, parce qu'il y a des caisses importantes. C'est une femme qui gagne 15 000 euros. Hein. Et est-ce qu'elle était énervée contre le gouvernement par rapport à cette réforme des retraites? Non. Non. Madame Routel Krief est une journaliste qui en a rien à faire du peuple. Par contre, ni pour l'informer, ni pour le défendre. Par contre, dès que elle, sa position ou la position de pouvoir qu'elle soutient est menacée, Madame El Krief se change en chienne de garde. Et chienne de garde, c'est pas une insulte. C'est un concept philosophique qui a été développé par Paul Nizan en 1932. Paul Nizan, fun fact, c'est le grand-père paternel de Emmanuel Todd, ou le grand-père maternel. Enfin, Emmanuel Todd est un descendant de Paul Nizan. J'ai appris ça, j'étais fou. Paul Nizan, dans Les Chiens de garde en 1932, il dénonçait les équivalents de BHL à l'époque, qui s'appelait Léon Braunschweig. Léon Braunschweig, en 1932, c'était un philosophe qui était plutôt proche du pouvoir, bourgeois, qui ne remettait pas en cause l'ordre social, qui faisait que des bourgeois avec des propriétés lucratives pouvaient vivre grassement sur le travail des ouvriers, des artisans, des paysans, tout ça, et que par contre ces paysans, ces artisans se tuent à la tâche, voient des conditions de vie misérables qui ne s'améliorent pas, s'appauvrissent alors qu'ils travaillent. Et ben Paul Nizan, il prenait la défense et il défendait cette classe sociale, il est devenu communiste avec ça, contre des philosophes bourgeois comme Léon Braunschweig, comme aujourd'hui on aurait un BHL ou un Enthoven. Et ben quelques années plus tard, en 97, Serge Halimi, qui a longtemps été rédacteur en chef du Monde diplomatique, a écrit Les Nouveaux Chiens de garde pour dénoncer cette fois-ci non pas les philosophes façon BHL ou Enthoven, mais pour dénoncer des journalistes comme Christine Ockrent ou Olivier Duhamel. Olivier Duhamel que vous connaissez peut-être, ou en tout cas vous connaissez certainement son neveu Benjamin Duhamel. Il dénonçait ces chiens de garde comme étant des journalistes pro-pouvoir, pro-politique, qui s'en foutaient un peu de la vie des gens, qui s'en foutaient un peu de l'actualité réelle, de la vie réelle des gens, et qui par contre, dès qu'il y avait des manifestations, étaient comme ça, ah bah on prend le parti du pouvoir, on prend le parti de la classe dominante, et on méprise un peu les éléments sociaux. Et bah Routel Krief, je vous l'apprends, c'est une chienne de garde. Et donc, le concept de chien de garde, si vous n'avez pas le temps de lire ces bouquins, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne avec Jonathan Cohen, chien de garde malgré lui. Voilà, je vous mets une fiche pour que vous puissiez y aller directement, qui vous explique encore une fois le concept de chien de garde, mais cette fois-ci non pas sur un journaliste, mais plutôt sur un gagnant du système de l'infotainment, Jonathan Cohen, qui défend indirectement Bolloré et Canal+. Et sur ma chaîne principale, donc Éminence Grise, 27 500 abonnés, n'hésitez pas à les découvrir. Vous voyez toutes ces vidéos qui sont d'ores et déjà disponibles. Et j'ai fait une vidéo consacrée à Paul Nizan, reconnaître et combattre les valets des tyrans, qui sont les chiens de garde du système. Ça fait déjà 2 ans. Elle a fait 2500 vues, alors c'est un audio, vous pouvez l'écouter en faisant autre chose à côté. Mais franchement, je vous invite à la découvrir. Likez, partagez, vous abonnez à la chaîne principale. Vous pouvez également me rejoindre pour 99 centimes par mois, ou vous pouvez télécharger mon livre sur Amazon Kindle,
Le pantouflage, fléau démocratique, qui vous en apprend plus sur cette passation entre le pouvoir public et le pouvoir privé, et qui est un véritable fléau pour nos institutions et un fléau pour nos démocraties. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt.